On leur a dit qu'ils deviendraient des dieux. Au lieu de cela, ils sont devenus l'arme la plus terrifiante que l'humanité ait jamais conçue. Des hommes transformés en missiles guidés. Nous parlons de plus de 4000 jeunes pilotes japonais qui ont délibérément écrasé leurs avions contre des navires alliés, se tuant dans le processus. Une tactique si désespérée, si choquante, qu'elle a changé la guerre navale pour toujours. Si dévastatrice qu'elle a coulé 47 navires de guerre alliés et endommagé plus de 300 autres. Nous allons vous montrer comment cela s'est produit, ce qui a poussé ces hommes vers la mort et pourquoi la guerre psychologique qu'ils ont menée était tout aussi mortelle que la destruction physique qu'ils ont causée. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. L'histoire du kamikaze n'a pas commencé avec la Seconde Guerre mondiale. Elle a commencé il y a plus de 700 ans, avec une tempête que les Japonais croyaient envoyée par les dieux eux-mêmes. En 1274 et encore en 1281, l'empereur mongol Kublai Khan a lancé des flottes d'invasion massive contre le Japon. Les forces japonaises étaient en infériorité numérique et surpassées face à l'une des machines militaires les plus formidables de l'histoire. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les 2 fois, des typhons ont frappé les flottes mongoles, détruisant des milliers de navires et noyant des dizaines de milliers de soldats. Les Japonais ont appelé ces tempêtes kamikaze, le vent divin, croyant que les dieux étaient intervenus pour sauver leur patrie. Cela est devenu un mythe fondateur dans la culture japonaise. Qu'à l'heure la plus sombre de la nation, des forces surnaturelles se lèveraient pour la protéger. Avançons jusqu'en 1944, et le Japon se retrouve dans une autre situation désespérée. Une situation qui ressusciterait ce nom ancien pour un but que personne n'aurait pu imaginer. En octobre 1944, la situation du Japon est catastrophique. Les Philippines sont sur le point de tomber. Les forces américaines se rapprochent des îles principales. La marine japonaise a été décimée lors de batailles comme Midway et le golfe de Leyte. Leurs pilotes expérimentés sont pour la plupart morts et former de nouveaux pilotes au même niveau prendrait des années qu'ils n'ont pas. Les attaques conventionnelles contre les porte-avions américains sont déjà devenues des missions suicides. Les pilotes inexpérimentés sont abattus avant même d'atteindre leur cible. Les commandants japonais font face à un calcul brutal. Si les pilotes vont mourir de toute façon, pourquoi ne pas faire en sorte que leur mort compte pour quelque chose ? Pourquoi ne pas transformer l'avion lui-même en arme ? Ce n'était pas une décision prise à la légère. Elle violait tous les principes de la pensée militaire où l'on préserve ses actifs et son personnel pour poursuivre le combat. Mais le désespoir engendre l'innovation. Et ce que le vice-amiral Takijiro Onishi a proposé en octobre 1944 était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Des attaques suicides officiellement organisées comme doctrine militaire standard. La première unité kamikaze organisée a été formée le 20 octobre 1944. Le lieutenant Yukio Seki, un pilote expérimenté de 23 ans, a été choisi pour diriger le Shinpu Special Attack Corps, le premier escadron kamikaze officiel. Lorsqu'on lui a demandé de se porter volontaire pour la mission, Seki aurait dit « Veuillez me nommer à ce poste ». Mais il a aussi dit en privé à un journaliste « L'avenir du Japon est sombre s'il est forcé de tuer l'un de ses meilleurs pilotes. Je ne pars pas en mission pour l'empereur ou pour l'empire. Là, je pars parce qu'on me l'a ordonné. » Cela capture la réalité complexe du kamikaze. Ils n'étaient pas tous des fanatiques avides de mourir. Beaucoup étaient de jeunes hommes réfléchis, pris entre le devoir, l'honneur familial, la pression des pairs et les ordres des supérieurs dans une culture qui rendait le refus essentiellement impossible. Parlons de ce que c'était vraiment que de devenir un pilote kamikaze. D'abord, le processus de sélection. Les commandants demandaient des volontaires. Mais ce volontariat n'était pas ce que les Occidentaux considèrent comme volontaire. Dans la culture militaire japonaise, refuser quand votre officier supérieur demandait des volontaires était essentiellement impossible. La pression sociale était écrasante. Si vous ne faisiez pas un pas en avant, vous vous marquiez comme un lâche devant vos pairs et déshonoriez votre famille. Certains pilotes rapportent que les officiers lisaient simplement des noms sur une liste, et ceux qui étaient nommés devaient accepter sans question. L'illusion du choix faisait fonctionner le système. Elle permettait à tout le monde de maintenir la fiction que ces hommes mouraient volontairement pour l'empereur. Une fois sélectionnés, les pilotes subissaient une formation spécialisée, bien que formation soit presque un mot trop généreux pour ce que beaucoup recevaient. Les pilotes expérimentés avaient environ 1 semaine de pratique, dont les nouvelles recrues recevaient aussi peu que 40 à 50 heures d'instruction de vol total, à peine assez pour décoller, voler en formation et s'écraser sur une cible.
Ils n'apprenaient qu'au pas à atterrir parce qu'ils n'en auraient pas besoin. Ils ne pratiquaient pas les manœuvres d'évasion parce que conserver le carburant pour le plongeon final était plus important. Ils apprenaient les bases de la navigation aérienne, comment identifier les types de navires pour prioriser les cibles, et plus important encore, l'angle et la vitesse exacte pour un maximum de dégâts à l'impact. Certains pratiquaient sur des maquettes en bois de ponts de porte-avions installés sur des collines. Les instructeurs leur apprenaient à viser la base de l'îlot du navire ou les ascenseurs sur les porte-avions, des points où un crash causerait un maximum de dégâts internes. Les avions eux-mêmes variaient énormément en qualité. Et les premiers kamikazes pilotèrent des chasseurs standards, comme le Mitsubishi A6M0, dépouillés de leur armement défensif pour économiser du poids et augmenter la vitesse. Au fur et à mesure que la guerre progressait et que les avions se faisaient rares, le Japon a conçu des avions spécifiquement pour les missions suicides. Le Yokosuka MXB-7 était essentiellement un missile de croisière piloté, un minuscule cockpit attaché à un moteur fusée et 1200 kg d'explosifs. Les pilotes l'appelaient Oka, fleur de cerisier, mais les marins américains l'appelaient Baka, idiot, parce que cela semblait fou. Il était transporté sous un bombardier jusqu'à proximité de la cible, puis libéré pour planer avant d'allumer ses fusées pour le plongeon final. Une fois les fusées allumées, l'Oka atteignait des vitesses allant jusqu'à 650 000 par heure, ce qui le rendait presque impossible à intercepter. Mais les bombardiers qui les transportaient étaient lents et vulnérables, souvent abattus avant de larguer leur charge. Dans d'autres cas, les kamikazes pilotèrent des biplans obsolètes, des avions d'entraînement, voire des avions en bois si primitifs qu'ils apparaissaient à peine sur le radar. À la fin de la guerre, le Japon était si désespéré qu'il construisait des Shinyo, des bateaux suicides remplis d'explosifs. Et ils avaient des plans pour les Kaiten, des torpilles pilotées où un pilote montrait à l'intérieur d'une torpille longue lance, la dirigeant manuellement vers les navires. Plus de 100 hommes sont morts dans des accidents d'entraînement, Kaiten seuls, avant qu'un seul ne soit utilisé au combat. Maintenant, parlons de ce qui se passait dans les heures précédant une mission. C'est là que l'horreur psychologique commence vraiment. La veille, les pilotes kamikazes assistèrent à leur propre cérémonie d'adieu. On leur faisait des funérailles militaires officielles alors qu'ils étaient encore en vie. Les camarades portèrent des toasts en leur honneur. Les officiers supérieurs louaient leur esprit. Ils écrivirent des lettres finales aux familles, sachant que ce serait leur dernier mot. L'armée distribuait du papier spécial pour ces lettres, et les familles en les chérissaient comme des objets sacrés. Beaucoup de lettres révèlent le conflit intérieur que ces hommes ressentaient. Certains embrassaient leur destin avec une conviction sincère, écrivant sur leur honneur de mourir pour l'empereur. D'autres écrivaient des messages codés que les familles comprendraient, des expressions subtiles de doute, de peur ou même de sentiments anti-guerre déguisés en poésie. L'armée censurait tout le courrier, alors les pilotes apprenaient à écrire de manière à passer l'inspection tout en transmettant leurs vrais sentiments à ceux qui les connaissaient bien. Le matin de la mission, les pilotes s'habillaient en uniforme propre. Certains portaient là des bandeaux hachimaki avec le soleil levant ou des slogans patriotiques. Ils recevaient des seninbari, des ceintures à 1000 points faites par leurs mères ou sœurs, où 1000 femmes cousaient chacune un point comme prière pour l'esprit du pilote. Ils recevaient des rations spéciales, souvent du saké, des aliments de luxe qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. Ce dernier repas était à la fois cadeau et manipulation, créant un sentiment d'obligation de poursuivre. Dont certaines unités organisèrent des cérémonies où les pilotes buvaient du saké dans des coupes spéciales, puis les brisaient pour symboliser qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les commandants leur présentèrent des sabres de samouraï ou d'autres honneurs, invoquant les traditions guerrières du Japon féodal. Le message était clair, vous ne mourrez pas simplement, vous rejoignez une tradition ancienne de sacrifice. Puis venait le rituel de départ, et les équipes au sol s'alignaient pour leur dire au revoir, pleurant souvent ouvertement. Les pilotes grimpèrent dans les cockpits, sachant qu'ils ne toucheraient plus jamais le sol. Les mécaniciens retiraient seuls les dispositifs de sécurité, parfois même le train d'atterrissage, pour empêcher la possibilité de retour ou de capture. Cela avait un double objectif. Cela économisait du poids et du carburant, mais cela supprimait aussi la tentation ou la possibilité de seconde pensée. Certains avions étaient ravitaillés juste assez pour atteindre la cible, rendant le retour impossible, même si un pilote changeait d'avis. Les vols vers les zones cibles pouvaient prendre des heures. Imaginez cette torture psychologique, assis seul dans un cockpit exigu, moteur rugissant, sachant que chaque minute de vol vous rapproche de la mort certaine. Certains pilotes chantèrent des chansons militaires, d'autres étaient silencieux.
Des escortes de chasseurs les accompagnaient quand c'était possible, à la fois pour les protéger des chasseurs américains et pour s'assurer qu'ils accomplissaient leur mission. Ces escortes rapportaient qui avait réussi à frapper des cibles et qui avait échoué ou fui. La honte de l'échec suivait les familles pendant des générations, donc la pression pour accomplir la mission était immense, au-delà de la peur personnelle de la mort. Maintenant, voici ce que les gens ne comprennent souvent pas à propos de l'attaque réelle. Les films montrent des kamikazes plongeant directement sur les navires, mais la réalité était plus complexe et, à bien des égards, plus horrible. Les patrouilles aériennes de combat américaines abattaient beaucoup de kamikazes avant même qu'ils n'atteignent la flotte. Les chasseurs de la marine américaine les attaquaient à distance, essayant de les détruire avant qu'ils ne s'approchent. Mais les kamikazes n'étaient pas sans défense. Ils pouvaient manœuvrer violemment, ce qui en faisait des cibles difficiles, et ils n'avaient ce besoin de survivre que quelques minutes de plus. Ceux qui passaient les chasseurs faisaient face à un feu anti-aérien intense des navires eux-mêmes. Chaque navire d'une force opérationnelle ouvrait le feu simultanément, créant un mur d'obus explosifs et de tirs traceurs. Le ciel se remplissait de fumée et de métal. La plupart des kamikazes étaient déchiquetés dans ce barrage. Mais certains passaient. Le plongeon final commençait généralement à environ 6000 pieds. Les pilotes poussaient sur leurs avions dans un angle raide, pas tout à fait vertical mais proche, accélérant à vitesse maximale. Ils visaient des parties spécifiques du navire selon leur angle d'approche et la valeur de la cible. Les ponts d'envol sur les porte-avions, les passerelles sur les destroyers, la ligne de flottaison sur les navires plus gros. Les marins américains rapportèrent que dans les dernières secondes, ils pouvaient parfois voir le visage du pilote à travers la vitre du cockpit. Certains kamikazes arrivaient si vite que les artilleurs anti-aériens ne pouvaient pas les suivre. D'autres volaient bas et lentement, rasant les crêtes des vagues pour éviter la détection radar jusqu'au dernier moment. La vitesse d'impact était généralement entre 350 et 550 miles par heure, selon le type d'avion. Maintenant, parlons de ce qui se passait à l'impact. C'est là que la véritable dévastation devient claire. Un chasseur zéro chargé d'une bombe de 250 kg, voyageant à 450 milles par heure, frappe le pont d'un navire avec la force d'environ 6000 livres d'équivalent, TNT, en tenant compte à la fois de la détonation de la bombe et de l'énergie cinétique de l'avion, du carburant et du pilote. L'avion n'explose pas simplement, il pénètre. Le bloc moteur, la partie la plus lourde, la transperce les ponts d'acier comme un boulet de canon. L'essence se répand partout et s'enflamme, créant des brasiers instantanés. Les munitions à l'intérieur de l'avion explosent, envoyant des éclats d'obus dans toutes les directions. Si l'avion transportait des bombes ou des torpilles, et beaucoup le faisaient, celles-ci détonnent à l'impact ou peu après, multipliant la destruction. L'effet sur les équipages des navires était catastrophique. L'USS Bunker Hill a été frappé par 2 kamikazes en 30 secondes le 11 mai 1945. Le premier s'est écrasé sur le pont d'envol, pénétrant jusqu'au pont hangar où des avions entièrement ravitaillés et armés étaient garés. Les explosions et incendies qui en ont résulté ont tué 346 hommes et en ont blessé 264 de plus. Les survivants ont décrit des murs de flammes roulant à travers les compartiments, consumant tout. Les hommes pris à découvert ont été incinérés instantanément. D'autres piégés sous les ponts ont été bouillis vivants lorsque l'eau de mer utilisée pour combattre l'incendie s'est transformée en vapeur. Certains ont sauté dans l'océan seulement pour être brûlés par le carburant d'aviation en flammes flottant à la surface de l'eau. Le navire a survécu, mais de justesse. Il était hors service pour le reste de la guerre. L'USS Franklin a connu pire encore. Frappé par des kamikazes le 19 mars 1945, le porte-avions a subi 724 morts et 265 blessés, le plus grand nombre de victimes sur n'importe quel navire de guerre américain ayant survécu à la guerre. Les explosions ont déchiré le pont hangar, déclenchant une réaction en chaîne de bombes et roquettes qui explosaient. Le pont d'envol s'est bombé vers le haut à cause des explosions internes. Des corps ont été retrouvés fusionnés aux cloisons par la chaleur. Des compartiments entiers se sont remplis de fumée toxique, asphyxiant ceux qui auraient pu survivre à l'explosion. Le Franklin agité de 13 degrés sur tribord, mort dans l'eau, des incendies faisant rage. Qu'il n'ait pas coulé est considéré comme miraculeux. Les efforts désespérés de contrôle des dommages de l'équipage, combattant les incendies tout en étant sous attaque aérienne continue, représentent certaines des actions les plus héroïques de l'histoire navale. Mais voici quelque chose d'encore plus troublant. Les attaques kamikazes ne tuèrent pas seulement par destruction physique. L'impact psychologique sur les marins américains était profond. Imaginez être sur un navire où vous savez que des pilotes ennemis
essaient activement de s'écraser sur vous. Il n'y a pas de défense contre la pure détermination. Un pilote touché par un tir anti-aérien pourrait encore avoir assez de contrôle pour diriger son épave en flammes sur votre navire. Certains kamikazes blessés, cockpit déchiquetés, avions en feu, parvenaient encore à s'écraser sur leur cible par pure force de volonté. Les artilleurs américains rapportèrent que tirer sur un kamikaze ne l'arrêtait souvent pas. Il fallait complètement détruire l'avion ou tuer le pilote instantanément. L'endommager simplement ne suffisait pas. Cela créait une atmosphère d'impuissance qui usait même les équipages vétérans. Le stress constant menait à la fatigue, au combat à une échelle sans précédent. Les marins restaient au poste de combat pendant des heures, parfois des jours, surveillant le ciel, attendant la prochaine attaque. La tension de savoir que la mort pourrait arriver en quelques secondes, sans avertissement, poussait beaucoup à des points de rupture psychologique. Certains hommes refusèrent de monter sur le pont. D'autres devenaient catatoniques. La marine a signalé des augmentations significatives de ce qu'elle appelait la fatigue opérationnelle, essentiellement le TSPT de combat des attaques kamikazes. Les médecins notaient que même les hommes qui ne montraient aucune blessure physique présentèrent des symptômes, tremblements incontrôlables, incapacité à dormir, réaction hystérique au bruit soudain. Le caractère aléatoire des attaques kamikazes était particulièrement traumatisant. On ne pouvait pas les prévoir. On ne pouvait pas négocier. On ne pouvait pas riposter efficacement une fois que le pilote s'était engagé dans son plongeon. Maintenant, examinons l'efficacité réelle des tactiques kamikazes, car les chiffres racontent une histoire compliquée. Entre octobre 1944 et la fin de la guerre, en août 1945, les kamikazes ont coulé 47 navires alliés et en ont endommagé plus de 300. Ils ont tué environ 4900 marins américains et en ont blessé plus de 4800. Pour l'investissement du Japon, environ 4000 pilotes et avions, c'est un retour significatif par rapport aux attaques conventionnelles. L'analyse statistique montrait que les kamikazes avaient environ un taux de réussite de 15 à 20% pour frapper leur cible, comparé à moins de 5% pour les attaques de bombardement conventionnelles par des pilotes inexpérimentés. Mais voilà, le succès signifiait différentes choses. Beaucoup de coups kamikazes ne coulaient pas les navires, ils les endommageaient suffisamment pour les mettre hors service temporairement. La vraie valeur pour le Japon était la perturbation. Chaque navire endommagé devait se retirer pour réparation. Chaque navire coulé ou endommagé représentait des ressources détournées des opérations offensives vers des mesures défensives et des travaux de réparation. Mais la tactique avait des rendements décroissants. Et les forces américaines se sont adaptées rapidement. Elles ont développé des destroyers de piquet radar spécialisés positionnés à 50 à 75 miles de la flotte principale pour fournir une alerte précoce. Ces navires supportaient le poids des attaques. Ils étaient délibérément placés comme sacrifice pour protéger les porte-avions. L'USS Lafay, un destroyer en service de piquet radar au large d'Okinawa, a été attaqué par 22 kamikazes en 88 minutes le 16 avril 1945. 6 ont frappé le navire. 4 bombes l'ont touché. Le Lafay a survécu grâce à un contrôle incroyable des dommages et à la pure chance, mais 32 hommes sont morts et 71 ont été blessés. Des histoires comme celle-ci étaient courantes parmi les navires de piquet radar, qui avaient des taux de victimes dépassant de loin tout autre type de navire. Les tactiques de combat des chasseurs américains ont également évolué. Les patrouilles aériennes de combat ont appris à intercepter les kamikazes à distance maximale et souvent à 50 miles de la flotte. Les pilotes étaient entraînés à viser le moteur du kamikaze, pas le cockpit. Un pilote mort pourrait encore guider son avion vers la cible, mais un moteur mort signifiait que l'avion perdait de la vitesse et de l'altitude, devenant une cible plus facile. La doctrine anti-aérienne navale a changé pour mettre l'accent sur une puissance de feu écrasante dans la fenêtre d'approche finale. Les navires entraînaient leurs équipages à continuer à tirer, même quand un kamikaze semblait certain de frapper, parce que même quelques coups de plus pourraient en perturber suffisamment sa visée pour causer un échec ou réduire les dommages d'impact. Maintenant, nous devons parler de ce qui arrivait aux pilotes qui survivaient à leur mission, parce que oui, certains le faisaient. Toutes les attaques kamikazes n'étaient pas réussies, et certains pilotes retournaient à la base. Les raisons variaient, défaillance mécanique, incapacité à localiser les cibles, météo forçant l'abandon de la mission, ou dans certains cas, évasion délibérée. Et c'est là qu'une autre couche d'horreur émerge. Les pilotes qui retournaient faisaient face à une suspicion immédiate de lâcheté. Certains étaient battus, d'autres étaient ostracisés. Beaucoup étaient renvoyés encore et encore jusqu'à ce qu'ils réussissent à mourir.
Il existe des cas documentés de pilotes effectuant 5 ou 6 missions suicides avant d'être finalement tués. Imaginez l'état psychologique d'un homme qui s'est préparé à la mort, a dit au revoir à tous ceux qu'il aime, a accepté son destin, seulement pour survivre par circonstance, et ensuite être ordonné de tout refaire. Certains pilotes sabotaient délibérément leur mission. Ils larguaient leurs bombes dans l'océan, puis signalaient une défaillance d'équipement. Ils manquaient intentionnellement leur cible. Ces hommes vivaient dans une terreur constante d'être découverts, parce que la punition n'était pas seulement la mort, c'était la mort après humiliation publique et déshonneur pour leur famille. Plusieurs pilotes se sont manifestés dans les décennies suivant la guerre pour admettre qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de mourir et avaient activement évité le combat quand c'était possible. Mais ils ne pouvaient pas en parler pendant des années, même après la fin de la guerre, parce que la honte dans la société japonaise était trop grande. Et puis, il y avait les instructeurs. Les instructeurs de formation kamikaze faisaient face à leur propre enfer psychologique. Ils enseignaient à de jeunes hommes, souvent des adolescents, comment se tuer efficacement. Ils regardaient, classe après classe, disparaître dans des missions que tout le monde savait à sens unique. Certains instructeurs rapportaient se sentir comme des bourreaux. D'autres le rationalisaient comme nécessaire pour la survie nationale. Au moins, un officier de formation s'est suicidé lui-même par culpabilité, incapable de supporter d'envoyer plus de jeunes hommes à leur mort. Le gouvernement japonais et l'armée sont allés à des longueurs extraordinaires pour glorifier les pilotes kamikazes afin de maintenir le moral et le recrutement. Les médias d'État les présentèrent comme des héros divins, accédant au statut de dieu à la mort. Le sanctuaire Yasukuni promettait d'enchasser leurs esprits aux côtés des plus grands guerriers du Japon. Les écoles enseignaient aux enfants à idolâtrer les pilotes kamikazes. Les films de propagande montraient des pilotes souriants et enthousiastes, avides de l'honneur du sacrifice. Mais les lettres privées et les journaux intimes racontent des histoires différentes. « Je suis résigné à mon sort, mais je ne peux pas dire que j'en suis heureux », écrivait un pilote. « Cette guerre est une erreur, mais je dois faire mon devoir », écrivait un autre. Ces voix ont été supprimées jusqu'à longtemps après la fin de la guerre. Le culte du kamikaze s'est étendu au-delà des pilotes. Vers le milieu de 1945, le Japon entraînait des hommes grenouilleuses kamikazes à nager vers les navires avec des explosifs attachés à leur corps. Ils ont développé des sous-marins de poche kamikazes. Ils ont planifié des attaques de planeurs kamikazes en masse, utilisant des troupes armées seulement de grenades et d'explosifs. L'armée a même établi des plans pour des attaques kamikazes terrestres, si les Américains envahissaient les îles principales. Des civils armés de lances en bambou et d'explosifs, instruits de se jeter sous les chars. La philosophie avait métastasé d'une tactique désespérée à une stratégie nationale génocidaire. Maintenant parlons de ce qui a mis fin au programme kamikaze. Ce n'étaient pas les défenses américaines, bien que celles-ci soient devenues de plus en plus efficaces. Ce n'était pas la reconnaissance japonaise des limites de la tactique. C'étaient les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, suivies de l'annonce de la reddition de l'empereur le 15 août 1945. Même alors, certains pilotes kamikazes ont refusé de l'accepter. Plusieurs ont attaqué des navires alliés dans les jours suivant l'annonce de la reddition, ignorant ou refusant de croire que la guerre était terminée. La dernière attaque kamikaze a eu lieu le 15 août lui-même, des heures après la diffusion de l'empereur. Dans les suites immédiates, la relation du Japon avec l'héritage kamikaze était compliquée. Certains voulaient oublier, dépasser la honte des tactiques de désespoir. D'autres voulaient honorer le sacrifice des pilotes, indépendamment du résultat de la guerre. La vérité, comme toujours, était complexe. Ce n'étaient pas des monstres, c'étaient de jeunes hommes, âge moyen de 23 ans, pris dans des circonstances hors de leur contrôle, pressés par la culture, le devoir et les ordres directs dans des actions qu'aujourd'hui nous luttons à comprendre. Les Américains qui ont combattu contre eux avaient aussi des sentiments mitigés, mais le respect pour le courage des pilotes se mêlait à l'horreur du fanatisme requis pour délibérément s'écraser sur un navire. Beaucoup de marins américains ont rapporté qu'après la guerre, ils trouvaient difficile de haïr les pilotes kamikazes individuellement. Les hommes étaient victimes du désespoir de leur propre gouvernement. La haine était réservée au leadership japonais qui avait mis en œuvre une telle politique. Les enquêtes d'après-guerre ont révélé à quel point beaucoup de kamikazes étaient jeunes. Certains avaient à peine 17 ans. Des étudiants universitaires étaient retirés des écoles et envoyés à la mort avec une formation minimale. Le gaspillage de jeunes vies, en plus de tous les autres gaspillages de la guerre, semblait particulièrement tragique. Le Japon a perdu non seulement 4000 pilotes potentiels, mais 4000 futurs médecins, enseignants, pères ou innovateurs
une valeur de génération de talents consumée par un effort de guerre défaillant. Mais peut-être la révélation la plus troublante est venue de chercheurs examinant des documents militaires japonais des décennies plus tard. Les tactiques kamikazes ont été envisagées pour adoption dès 1943, mais ont été rejetées par les commandants supérieurs comme barbares et inefficaces. Ce n'est que lorsque la situation est devenue vraiment désespérée qu'elles ont été mises en œuvre. Cela signifie que le leadership japonais savait que la guerre était perdue, même alors qu'il envoyait ses hommes à leur mort. Les kamikazes n'étaient en pas un chemin vers la victoire, ils étaient une tactique dilatoire, gagnant du temps pour quoi? Il n'y avait pas de plan, pas de fin de partie, juste l'espoir que d'une manière ou d'une autre, les Américains négocieraient la paix plutôt que d'exiger une reddition inconditionnelle. L'héritage du phénomène kamikaze s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. La tactique a influencé les stratégies d'attentats-suicides utilisées par divers groupes dans les conflits ultérieurs. La psychologie des opérations de martyrs, l'utilisation de la pression sociale pour recruter des attaquants, la glorification de la mort pour une cause, tous ces éléments sont apparus dans les tactiques kamikazes et ont réapparu sous différentes formes dans les décennies suivantes. Les psychologues militaires et les historiens étudient le programme kamikaze pour comprendre comment des gens ordinaires peuvent être convaincus de commettre un suicide pour des objectifs politiques ou militaires. Les leçons sont sombres, mais nécessaires pour comprendre le comportement humain dans des circonstances extrêmes. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le musée de la paix de Shiran pour les pilotes kamikazes au Japon. Il abrite des lettres, des effets personnels et des photographies des hommes qui ont piloté des missions suicides. Y marcher est une expérience sobre. Les visages sur les photographies sont si jeunes, les lettres si humaines, pleines de préoccupations pour la famille, d'expressions d'amour, de peur mal déguisées en courage. Il est impossible de les voir comme des fanatiques quand vous lisez un jeune de 19 ans écrivant à sa mère, s'excusant de ne pas être un meilleur fils, de promettant de la protéger dans la mort comme il ne pouvait pas dans la vie. Une lettre en particulier hante les visiteurs. Un pilote a écrit à sa jeune fille, sachant qu'elle était trop jeune pour se souvenir de lui. Il a décrit quel genre de père il espérait qu'elle l'imaginerait être. Il lui a dit d'être gentille, d'être forte, d'honorer sa mère. Il a dit qu'il volait pour protéger son avenir, pour protéger le Japon de l'invasion, même s'il savait qu'il ne verrait jamais cet avenir lui-même. La lettre se termine. « Quand tu seras assez grande pour comprendre cela, sache que ton père t'aimait plus que sa propre vie et que tout ce qu'il a fait, il l'a fait en espérant que tu vivrais dans un monde meilleur que celui qu'il laisse derrière lui. » L'horreur d'être un pilote kamikaze n'était pas seulement la mort, c'était la connaissance que votre mort était orchestrée, mandatée et rendue inévitable par la société même que vous mouriez pour protéger. Et c'était la compression d'une vie entière de choix en une seule décision forcée. C'était l'armement des valeurs culturelles, honneur, devoir, loyauté, obligation familiale, en mécanisme d'autodestruction. Et peut-être le plus horrible de tout, c'était la connaissance que votre sacrifice, aussi courageux, aussi sincère, était fondamentalement futile. Le Japon allait perdre la guerre que vous vouliez ou non. Vous mourriez pour rien sauf retarder l'inévitable de quelques jours ou semaines. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez kamikaze dans les commentaires et envisagez de vous abonner. Maintenant, allez regarder cette prochaine vidéo où nous explorons un autre chapitre sombre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui a changé la guerre pour toujours.